Hey la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, cette fois, et oui, pour un autre joueur. Matt O'Reilly, on le connaît pas. Oui, c'est comme Arthur Vermeeren. Ce joueur-là, venu de... alors, j'allais dire Leipzig. Non, c'est pas Leipzig. De MK Donks ou de Celtic. Ou alors, dernièrement, de Brighton. Vous voyez derrière, il me montre du doigt. Ce joueur-là, formé carrément à Fulham. On va en parler dans son parcours. On va en parler aussi dans le détail du joueur. À quelle place il jouera dans notre composition d'équipe avec De Zerbi. En 4-2-3-1, en 4-3-3, peu importe. On verra sur 2-3 schémas différents pour voir à quelle place il serait le mieux positionné. Alors pour lui, ou pour nous, ou pour De Zerbi, est-ce que c'est lui qui choisit? J'ai envie de dire c'est De Zerbi qui choisit. Mais on verra ça ensemble dans le détail du joueur, avec plein de petites phases en vidéo cette fois-là. On y va tout de suite après quoi? La petite intro, Matt O'Reilly. On y va? Let's go. Padam, padam, padam. Allez l'OM! Eh oui mon petit Matt! Eh oui mon petit Matt, allez l'OM, il a dit allez l'OM. Et on a un invité, on n'est pas tout seul, on a Nordisk Football, un compte X qui va nous parler de son compte, de ses réseaux et de pourquoi pas ses projets. Salut mon cher ami, peux-tu te présenter? Salut, moi je m'appelle Antonin, je suis l'un des deux community managers de Nordisk Football avec Arnaud. On est sur plusieurs réseaux sociaux, on est sur principalement X, donc anciennement Twitter, et Instagram, Facebook, et là en termes de projet on essaie de se lancer sur TikTok. Donc voilà, on parle du football nordique en général, des nations, des clubs, des joueurs, et c'est vraiment notre cœur de passion. D'accord, bah voilà, tu vois, tu parles de ton projet, ça fait plaisir d'entendre que vous avez des projets, comme ça vous allez peut-être évoluer sur TikTok. Donc pour ceux qui veulent suivre le football nordiste, ça porte son nom, et ben n'hésitez pas à consulter, franchement c'est très pertinent. C'est pour ça que je l'ai invité d'ailleurs. Et on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire du joueur, Matt O'Reilly. Avant de partir sur le détail, le parcours, Matt O'Reilly, juste à brut comme ça, est-ce que tu aimes ce style de joueur, ou alors t'as un truc qui te gêne en ce joueur-là? Sans vraiment de te Moi, détailler, hein. Ouais. Ouais, moi c'est un joueur que j'apprécie déjà pour sa mentalité, son jeu et voilà, c'est quelqu'un que j'ai apprécié à suivre. En plus c'est marrant parce qu'il a un petit parcours atypique parce qu'il a jamais connu de club danois même s'il joue pour le Danemark. Donc ça fait que dans son suivi ça a été un petit peu différent que les autres joueurs qu'on suit. Et voilà, moi c'est un joueur que j'apprécie dans sa globalité. D'accord, d'accord. On va aller voir son parcours. Tu me dis qu'il a jamais joué au Danemark, effectivement. Alors tout d'abord, avant son parcours, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur Marseille, à Marignane. Alors la petite photo, les petites photos, il y en a 4 que tu ne vois pas de ton côté, mais c'est pas grave. Je détaille la chose. Ses premiers mots, très content d'arriver à Marseille, un peu surpris par le timing. Le transfert s'est fait très rapidement. Et oui, parce qu'on voulait remplacer Rabiot sur le départ, sur les dernières minutes. J'ai beaucoup discuté au téléphone avec Robert De Zerbi. On a la même vision du football. Tu en penses quoi de cette avis, la vision du football qu'il a? Bon, c'est-à-dire on connaît pas vraiment. C'est un joueur qui émerge tout doucement. Voilà, c'est pas un joueur non plus expérimenté. Est-ce que tu penses que ça peut matcher entre lui et De Zerbi? Sans vraiment détailler sur le profil et tout aussi là. Vraiment sur le côté vision du football, joueur porté vers l'avant, les choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, clairement, sur le jeu porté vers l'avant, c'est le genre de joueur qu'il faut pour l'OM, je pense. Il sait se projeter, etc. Bon, on détaillera un petit peu plus après. Mais en termes de vision de jeu et d'intention de jeu, je pense que ça peut vraiment coller entre les deux hommes. D'accord. Et juste pour l'anecdote, je trouve, dites-moi dans les commentaires, ceux qui sont de ma génération, ceux qui connaissent, il a quand même beaucoup d'air avec le chanteur George Michael, paix à son âme, qui est décédé il y a quelques années. Donc regardez sur cette photo principalement, franchement, on dirait lui en jeune. Voilà. Donc c'était juste la boutade, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec l'avis justement de Nordisk Football qui nous parle de l'arrivée. Donc il arrive en prêt sans option d'achat contre 3,5 millions d'euros. Alors, c'est sûrement avec les bonus. On parlait de 2, de 2,5, de 3,5. Et même, tu vas me rajouter quelque chose, Antonin. Tu vas me dire, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure par rapport à un compte italien. Qu'est-ce que c'était exactement? En fait, Nicolo Schira, qui est spécialisé sur le mercato, voilà, c'est ça, le mercato, un Italien, lui a parlé d'une option d'achat apparemment, donc avec un contrat peut-être de 4 ans à la clé. C'est le seul qui a annoncé ça, donc pourquoi pas, on ne sait pas. En tout cas, Tis Bladet, qui est la référence sur le mercato au Danemark, a mentionné qu'il n'y avait pas d'option d'achat, tout comme l'équipe. Donc voilà, c'est une possibilité. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais en tout cas, ça a été mentionné. Donc Ok. voilà.
Ok, bon, ça, on suivra ça de très près parce que c'est vrai que ça serait plaisant s'il y a une option, qu'il y ait une option, si je veux dire, s'il est bon. S'il est bon, il y a une option. C'est pas comme Saliba où on l'avait lancé du côté de l'OM ou relancé ou lancé plus ou moins sa carrière au très haut niveau et qui partent comme ça, voilà, et qu'on se retrouve avec une main dedans, une main derrière. Au bout d'un moment, il faut aussi garder des bonnes valeurs. J'espère que bon, déjà, il fasse une bonne saison et s'il y a une option, c'est encore mieux. Après, selon l'option, on verra bien. Justement, en parlant d'options, en parlant de transfert, on va regarder maintenant son parcours. Alors, je fais très rapidement. Après, Antonin donnera son avis là-dessus. Alors, très rapidement, il a été formé du côté de Fulham, en Angleterre. D'ailleurs, je crois qu'il est né en Angleterre. Oui, il est né à Londres. C'est un Danois né à Londres. Hein. Il a la double nationalité, voilà, danoise et anglaise. Il a joué donc avec Fulham les U18, les U23 jusqu'au pro. Dans les championnats inférieurs à la première ligue, bien sûr. Ensuite, il a eu une période de 6 mois sans club. Il a été recruté par le MK Donks gratuitement. Ensuite, il est parti du côté de Celtic. Et c'est là vraiment où il a commencé à émerger aux yeux de l'Écosse et de l'Europe. Parce qu'il joue en Champions League, il joue dans les coupes européennes. Il fait de grosses prestations, on va voir tout à l'heure dans les vidéos. À Brighton, il est recruté ensuite en 2024 pour 29,5 millions d'euros. C'est quand même une certaine somme. Et derrière, il est prêté à l'Olympique de Marseille. Il y a son parcours international aussi. Je n'ai pas beaucoup parlé avec toi en privé. On va le voir ici. Il a joué avec l'Angleterre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, double nationalité. En U16, en U18, voilà, 3 fois, une fois. Et en U21, à partir des U21, il est passé avec le Danemark pour 6 sélections, 2 buts. Et avec le Danemark A, à partir de 2023, pour 4 petites sélections. Tu en penses quoi de son parcours, comme tu l'as dit, atypique, qui n'a pas joué avec le Danemark, et en sélection, si tu peux détailler, très rapidement, hein. Ouais, oui, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique. Il est né à Londres déjà, donc en Angleterre. C'est sa mère qui est danoise, son père est anglais. Donc il a rapidement rejoint Fulham à 9 ans, je crois. Donc il a vraiment fait toutes ses classes là-bas. Il a fait toutes les catégories d'âge jusqu'à aller D'accord. jusqu'à U23 et la première équipe. Et en 2020, juillet 2020, il a décidé de quitter le club parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu qui lui était promis et donné. Lui, il préfère avoir du temps de jeu, il privilégie ça en tout cas, au-delà de l'aspect purement sportif, parce que lui, il veut jouer, c'est son cœur Son de footballeur qui leitmotiv, parle. c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Et du coup, il a préféré quitter le club pour trouver un point de chute. Il l'a trouvé du coup en troisième division anglaise au MK Dons, je sais pas comment on prononce exactement. Et donc le coach lui a fait confiance et 1 an plus tard, finalement, il est parti au Celtic contre 1,80 million d'euros, Mhm. quasiment 2 millions. Et là-bas, il a explosé. Derrière, Brighton l'a repéré, l'a acheté. Je suis pas si étonné parce que Brighton, c'est un club quand même qui mise beaucoup sur des jeunes. Mhm. Là, c'était le cas avec O'Reilly, pardon, Ouais. qui prenait vraiment de l'ampleur avec de belles stats. Et derrière, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de concurrence quand même à son poste. Il a un peu moins joué. Il a aussi été blessé, ce qui ne lui a pas forcément permis d'enchaîner. Donc là, je pense qu'il va à Marseille pour essayer de relancer un peu sa carrière. Mhm. Et du coup, avec les sélections, donc il a commencé en Angleterre, mais lui, il avait déclaré qu'il se sentait plus proche de sa famille danoise que anglaise, et que du coup, il préférait privilégier le Danemark. Donc D'accord. c'est comme ça qu'il est arrivé directement avec les U21. Ensuite, il a joué surtout en amical avec l'équipe première du Danemark. D'accord. Il y a beaucoup de monde quand même qui ont été étonnés qu'il ne soit pas sélectionné à l'Euro 2024. Mhm. Euh, Nous, les premiers, d'ailleurs, on avait fait un tweet à l'époque, je me rappelle. Et voilà, donc là, il a quand même connu quelques sélections, à voir s'il arrive à se relancer et qu'il puisse réaccéder à cette sélection aux côtés de Højbjerg notamment. D'accord. Donc, du côté de la sélection, c'est quoi? C'est Damsgaard à son poste? C'est quoi? C'est Eriksen, il y est encore ou il a arrêté? Ça y est. Ouais. Eriksen, il est encore là, donc ça Ouais. fait quand même pas mal de monde, Ouais. pas Mm. mal de monde à son poste. C'est quand Mm. même un joueur polyvalent, bon, on va Bien le sûr. détailler Oui. un petit peu après, mais Ouais. ouais, il y a quand même du monde, il y a du beau monde surtout. D'accord. Il y a Damsgaard, après plus sur le côté droit, enfin il peut y avoir Hjulmand, Mm. Dreyer, donc Mm. voilà, D'accord. ça fait quand même du beau monde. Du beau monde. Alors tu parlais rapidement de son, c'est pas son éviction, mais plutôt son départ de Brighton, précipité ou pas, mais en tout cas bon, de dernière minute, parce que l'OM cherchait un joueur dans la création. On en parlera tout à l'heure pour son côté créatif, offensif. Il a eu des problèmes, comme tu l'as dit, de blessures l'année dernière. Blessure à la cheville qui lui a fait manquer 15 matchs quand même, voilà, de août à novembre. Et ensuite il est revenu et après il a eu une blessure en genou entre février et mars. Et après mars, il a commencé à regagner sa place. C'est ça, si je me trompe pas, en fin de saison. C'est ça, et du coup, en fait, ces deux blessures sont un peu arrivées au mauvais moment parce qu'il était vraiment sur une Ah, pente ascendante.
dans sa carrière, même dans sa qualité de jeu, etc. Donc ça a marqué quand même un petit coup d'arrêt, mais c'est quand même un joueur qui a un très bon mental, qui est très positif. Donc ça lui a permis de revenir. Mm. Et là, je pense que ce prêt à l'OM, c'était un petit peu l'occasion aussi de regagner encore un peu plus de temps de jeu, de réaccélérer cette progression qui avait été stoppée. Faut juste espérer que ça, qu'il rechute pas, Mm. parce qu'on sait que la Ligue 1, c'est quand même un championnat assez physique. Ah oui. Donc après, par rapport à la première ligue, bon, voilà, ça reste quand même du top niveau. Donc il faut juste espérer que ça, qu'il rechute pas. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais on n'est jamais à l'abri D'accord. d'une blessure. Pour la rechute, alors le problème à la cheville et le problème au genou, tu t'en souviens un petit peu ce que c'est le genou par exemple, c'est quoi? Il a manqué 6 matchs, c'est pas lié au ligament, c'est pas lié au ligament, Non, non? non, non, honnêtement, je sais plus ce que c'était, mais c'était pas très grave. Hein? C'était, je crois que pour le genou, c'était un coup de D'accord, mémoire. au cou. Donc il avait été bien mis au repos, kiné, enfin soins, tout ça. Mm. Mais je crois pas que ce soit entre guillemets, des très grosses blessures assez graves. Ouais. Après, je me rappelle plus de ce qu'il avait, mais ça m'a pas marqué. Non, parce que je me souviens d'un joueur, vous vous en souvenez tous, hein, les amis, celui de l'Inter qui est passé l'année dernière, ou l'année d'avant plutôt. Non, c'était l'année dernière ou l'année d'avant? Je me rappelle même plus tellement qu'il était épisodique son épisode. Il est passé et il a trépassé. Il a joué 100 minutes et malheureusement il s'est blessé au genou. C'était un joueur prêté aussi. Bon, il avait une option lui énorme. Donc j'ai pas envie qu'on perde ce joueur-là, surtout que en caution création, on n'en a pas beaucoup. Voilà, on verra tout à l'heure quel choix on aura, mais on n'en a pas beaucoup. Voilà, donc pour ce côté physique, justement, je vais enchaîner. On va passer sur l'autre écran, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et on va enchaîner avec les compiles. Avec le compile, justement, sur l'engagement, l'interception, le placement. Tu vas m'en parler rapidement. Je vais mettre à l'écran avec des phases arrêtées ou des phases en vidéo. Donc là, c'est vraiment le côté engagement, interception. Alors, ne prenez pas dans le duel pour le duel brut, c'est plutôt l'engagement, le mec qui va pas lâcher un effort. Par exemple, il a un duel avec le ballon où on lui prend le ballon, bah non, il va aller jusqu'à essayer de le gratter jusqu'au bout. Ou alors on l'accroche au maillot, il y va jusqu'au bout, jusqu'à l'action. Et après, il y a quelques interceptions. Il y a ce domaine-là. Après, il y a d'autres domaines, le jeu long, le jeu court, les coups de pied arrêtés, les buts, la qualité de conduite de balle, ses dribbles. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Et après, on ira sur autre chose, sur une palette tactique pour voir la création offensive. Donc là, qu'est-ce que tu peux m'en dire sur son placement en général et sur son engagement physique? Là, je vais mettre la vidéo. Tu me dis ce que tu en penses. Voilà, donc là, on voit, regardez, au duel, bam, il y va. Bon, il met la jambe, mais quand même, il se fait bien tamponner. Voilà, donc bien sûr, au Celtic ou que ce soit à Brighton, allez, les impacts, ça y va, quoi. C'est l'Angleterre, l'Écosse, le championnat français, tu viens de le dire. Mais tu en passes quoi, toi, de son placement, son engagement en général? C'est un joueur déjà où je parle beaucoup de son mental, mais parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important chez ce joueur. C'est quelqu'un qui va toujours au bout de l'action, peu importe ce qui se passe, il va y aller, il va se battre, s'il perd le ballon, il va venir le rechercher. Et on le voit justement sur les vidéos où il se fait énormément bousculer, mais lui, il lâchera pas. Donc voilà, c'est important. Après, pour son placement, il peut jouer dans plusieurs postes. 6, 8, 10, ça dépend. Lui, c'est plus un milieu box-to-box à la base, mais il peut jouer aussi milieu offensif. Mhm. Il a tendance aussi un peu à dézonner sur le demi-espace droit. Donc ça, c'est important. Et voilà, mentalement, c'est un joueur qui ne lâche rien. Et c'est important pour une équipe comme Marseille qui a besoin d'un petit peu plus de création. Mhm. Et il est capable de casser des lignes. Lui, son jeu, il est vraiment basé sur l'avant. Il faut aller vers l'avant. C'est rare qu'il revienne derrière. Et dans le jeu, c'est aussi un joueur important dans le collectif. En fait, il faut vraiment qu'il soit au cœur du jeu parce qu'il est autant capable de revenir pour défendre et récupérer des ballons que de justement la récupération après lancer les joueurs devant. C'est pas vraiment un Bah, joueur qui là lui va beaucoup justement, se projeter, mais je te coupe. Justement, là on le voit sur quelques ballons qu'il va gratter très haut sur le terrain ou alors là plus bas. Voilà, donc on le voit, il récupère le ballon. Bon, par sa qualité de dribble, il récupère et après il donne le ballon directement. Là, il regratte un ballon en partant de derrière, il enchaîne le contre. Et là, on va directement sur sa qualité technique. La qualité technique, bon là, c'est un joueur assez soyeux avec son pied gauche. Voilà, donc le côté engagement, c'est un joueur qui ne rechigne pas à la tâche comme tu l'as dit, qui va jusqu'au bout de l'action. Donc c'est ça comme ça que tu le détaillerais. Le côté maintenant technique, conduite de balle, pure et dure, et aussi pourquoi pas, bon, les différences qu'il fait balle au pied. Tu peux en parler en bien, en mal, parce que des fois peut-être qu'il force trop. Est-ce que ça va être un joueur qui force trop sur ça, ou alors il le fait à juste titre? Là, je mets les moi, actions comme pour ça en moi, boucle, hein. ouais, pour moi, c'est plutôt un joueur qui jauge bien ses prises de risque, notamment au niveau des dribbles. Il le fait surtout quand il voit qu'il y a une possibilité de décaler des joueurs, etc. En fait, ses dribbles apportent toujours quelque chose, ou en tout cas devraient apporter toujours quelque chose. Après, des fois, il rate, voilà, ça reste un joueur de football Mm.
professionnel, mais voilà, il réussit pas tout. Et sinon, de toute façon, il serait sinon dans un très 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 gros club. Mais voilà, c'est un joueur important et moi, je trouve, enfin, ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est ses intentions. En fait, ça va toujours vers l'avant, comme j'ai Ouais. dit juste avant, et notamment sur sa qualité de frappe. Dès qu'il voit qu'il a l'espace, en général, il tente, parce que de toute façon, s'il le sent, c'est un joueur qui joue beaucoup au feeling. Il fait beaucoup mince, de double contact, C'est etc. ça. Comme là, il est Justement, là, on vient de très le voir. à Ouais. l'aise dans les petits espaces, ouais. Avec la jambe d'appui, là, entre deux. Bon, il va y forcer, là. Là, il va forcer, il va essayer de le petit Ouais, pont. ouais, là, Mais il garde le ballon, tu vois. Il reste, hop, et il tente le petit pont, il réussit. Bon, il a un peu de chance, tu vois. Mais c'est la chance d'un joueur talentueux, j'ai envie de dire. Tu c'est sais, ça, et c'est ce que je dis, ça apporte toujours quelque chose. Là, par voilà. exemple, le petit pont serait passé, derrière son coéquipier était tout seul, il aurait pu le lancer. Donc Hmm. après, voilà, il réussit pas. Il Mais s'enflamme. voilà, c'est ça, et ses dribbles apportent toujours quelque chose. Hmm. Ouais, ça me fait penser, tu sais, bon, là, le ballon a l'air de lui coller au pied, non? Je me trompe? Ça Ouais, lui mais parce c'est que pour ça qu'il est très bon aussi dans les petits espaces, hmm, ouais. hmm. Ça me fait penser, bon, toute proportion gardée, les gars, attention à ce que je vais dire, à un petit Messi, quoi, tu vois. Mais en grand, parce que lui, il est pas petit, il fait 1m89. D'ailleurs, son engagement sur les duels et ci et là, c'est pas un profil à la Højbjerg où il est très musculeux, c'est plutôt longiligne. Et j'ai envie de dire, puisque j'ai pas trouvé d'image à vous montrer, dans le duel aérien justement, qu'est-ce que tu peux en dire, duel aérien? Est-ce qu'il sera à la réception des ballons ou plutôt lui, c'est vraiment le créateur, c'est lui qui va centrer dans la boîte, quoi. Ouais, il est plutôt créateur. Lui, bon, il met la tête quand même parce qu'il est Ouais, assez grand. Enfin voilà, ça reste un mètre 80, je sais plus si c'est 87 ou 89, mais voilà. Mais après, c'est pas du tout son domaine de prédilection. Lui, il est beaucoup plus à la création. Comme on le disait juste avant, c'est un gaucher, mais qui joue plutôt à droite. Et en fait, ça lui permet de faire des centres un petit peu plus flottants et plongeants. Et d'accord. du coup, il est plus à la création de l'occasion, sur des centres, etc., plutôt qu'à la finition à mettre la tête. D'accord, d'accord. Donc je continue avec ses actions. Donc là, on était sur la conduite de balle. Bon, on le voit quand même. Hop, double contact encore une fois. C'est vraiment, c'est pas une spécialité, mais presque, quoi. J'ai envie de dire, je l'ai beaucoup vu dans beaucoup de highlights. Et là, bon, là, après, c'est un peu la réussite que je parlais, tu vois. Le ballon qui lui colle un petit peu au pied. Regardez, là, il a le ballon qui va perdre, mais finalement, il arrive à la ramener avec sa talonnade. Et le ballon, il lui colle au pied. Il fait un espèce de grand pont au joueur. Il est surpris, mais il garde le ballon. Voilà, après, il va le distribuer. Et là, bon, le crochet, il est intéressant. Voilà, il rentre dans la surface. Le centre en retrait, on sait pas ce que ça donne. Là, par contre, il va un petit peu, bon, c'est pas se moquer, c'est juste qu'il fait un super contrôle. Et hop, il lui met un sombrero et il enchaîne directement avec la passe. Ouais, c'est un joueur quand même qui est assez fin techniquement. Voilà, le petit pont là, il m'a régalé. Le mec, il a annihilé. Là aussi, il le provoque. Double contact, pied gauche, pied droit. Le petit centre au second poteau. Et je sais pas si ça donne but. Et justement, les buts. Qu'est-ce que tu peux me dire sur son efficacité, son sang-froid devant les buts? Est-ce qu'il a vraiment ce côté-là tueur? Ou alors, comme on va le voir tout à l'heure dans les défauts et dans les que va nous citer un autre compte de Brighton, il nous parle un petit peu ce défaut-là, peut-être devant les buts, qu'il est irrégulier. Est-ce que tu peux dire la même chose ou pas? Alors je suis plutôt d'accord, mais plutôt dans le sens où en fait, c'est un joueur qui va quand même beaucoup tenter. C'est ce que je disais, dès qu'il a l'occasion, en général, il frappe. Après, ça dépend évidemment du placement de ses coéquipiers, mais en général, il tente beaucoup. Donc forcément, il y a quand même assez d'irrégularité, pardon, notamment quand il est sur son pied droit. Lui, c'est vraiment un gaucher avec un très très bon pied gauche, Hmm. mais le pied droit, c'est un petit peu plus délicat. Et du coup, voilà, il a cet instinct de tueur, S'il la manque mais là, excuse-moi, mais s'il la manque là, l'autre à gauche là, il le tue. T'as vu le là, truc? Bon, ça va, il il le il manque la pas, il ouvre décale là. son pied gauche. Ah non, il décale pas, OK. Ouais. Ouais, j'aurais C'est enfoiré. décalé, tu vois. Voilà, après ce but-là, on l'a tous vu, je pense. Voilà, hop, magnifique, frappe fusante. Et celui-là, moi, je trouve que c'est le plus beau que j'ai trouvé. Après, j'ai pas cherché à droite à gauche pour trouver plein de buts parce qu'il y en a tellement. Mais celui-là, il est magnifique, hein, cette frappe enveloppée. Donc, comme tu le dis, pied gauche, magnifique. Pas de gauche, magnifique. Il frappe souvent pied gauche, on le voit pas souvent pied droit. Hein, Ouais. on va en parler dans le jeu long tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux en dire son pied droit rapidement? Bah, ça lui sert beaucoup plus pour les dribbles qu'autre Ouais, chose. ouais, Je crois qu'il y a une séquence tout à l'heure, on va voir que quand il rentre dans la surface, il revient sur son pied gauche alors qu'il aurait pu c'est frapper ça. pied droit. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment une de ses caractéristiques où on sent que dans les dribbles, son pied droit, c'est vraiment une grande aide. Mais Mm. par contre, dans le jeu, dès qu'on parle de centre, etc., de jeu long, du coup, on va parler après, Ouais. c'est vraiment son pied gauche. Bah justement, là, c'est les coups de pied arrêtés. Après, ça sera le jeu long. Alors, moi, ça me fait penser aussi alors un autre joueur que tout le monde a connu. Me crachez pas dessus dans les commentaires, mais Chris Waddle. Il a un peu ce truc-là. Il a un peu de nonchalance. Hein, j'ai l'impression qu'il a un Mm. peu de nonchalance. Et ce côté-là, grand, assez fin, longiligne. Un peu même, je sais même pas s'il a pas le dos un peu voûté, non?
Il a pas un peu le Oui. dos. Bon, Je me c'est suis jamais fait la une réflexion, j'avoue. impression que j'ai, mais ça fait penser un peu à Waddle quand il arrive, il ressemblait à rien et finalement avec son pied gauche, il nous a régalé quoi. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ce style-là. Alors, toute proportion gardée bien sûr. Maintenant le football n'est plus le même. Tu mets un Matt O'Reilly dans les années 80-90, ça aurait été un joueur énorme. Et tu mets un Chris Waddle de l'époque maintenant, ça aurait été compliqué. Point de vue physique surtout. Mais techniquement, c'est sûr que c'était au-dessus du lot. Les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, tu peux en parler. Coup de pied arrêté, corner, coup franc. Intéressant. J'ai pas trouvé de coup franc direct. Voilà, j'ai pas trouvé vraiment beaucoup. J'ai pas cherché non plus. J'ai trouvé surtout des coups de pied arrêtés en deux temps, c'est-à-dire corner ou coup de pied arrêté pour chercher un partenaire de la tête. Tu peux en parler? Est-ce qu'il a vraiment cette qualité-là de tireur ou c'est juste par le fait, voilà, c'est par défaut? Non? Ouais, non, c'est vraiment une qualité chez lui. Comme je disais, son pied gauche est assez intéressant et du coup, il est quand même assez précis avec. On parle des centres, mais du coup, ça rejoint aussi un petit peu les corners. On sent qu'il est à l'aise là-dessus. Et il a aussi, enfin, selon moi, une bonne vision là-dessus. Je Celui-là est pense qu'au magnifique. début, Celui-là est magnifique. Je te coupe à chaque fois, excuse-moi. Hein. C'est comme non, ça. pas de Hein. Je veux problème, dire, on fait un échange. Regarde, celui-là est bien magnifique. sûr. Il va trouver vraiment son partenaire. C'est avec le Danemark. Hein. Il va vraiment trouver son partenaire là dans la bonne zone. Ouais, il est tout seul sur le côté droit. Voilà, bon, après, il manque sa tête ou pas, j'en sais rien, mais c'est pas de sa faute. Là, pareil, c'est à peu près le même style, je crois, si je me trompe pas. Il trouve son partenaire de la tête. C'est un peu le même style, tu vois. Alors là, c'était pas avec le Danemark, c'était avec peut-être avec le Danemark en blanc, je sais pas sûr. Je sais pas avec Oui, qui. c'est possible. Ouais, Ah ouais. Donc il trouve son partenaire qui la remet. On dirait Simon Kier, le mec qui a mis la tête. Et là c'est autre ouais, ouais, chose. Là c'est autre chose. Alors ça va être un tir vraiment rasant qui passe devant les buts, rentrant vers le but. Et c'est très dangereux. Tu sais, il y a une déviation au premier poteau, ça peut donner but, mais ça passe à côté. Pour montrer un petit peu la qualité de pied gauche. Donc excuse-moi, je t'ai coupé, recontinue, excuse-moi, vas-y. du coup, ouais, juste pour revenir sur le centre rasant là que tu parlais, Ouais, justement, ça revient sur ce que je disais avant avec sa qualité de pied gauche là quand il est sur le côté droit. C'est ce genre de centre qui est vraiment dangereux avec lui parce qu'on peut couper non seulement au premier mais aussi au deuxième. Du coup, il faut vraiment de la projection devant lui. Ça va être quelque chose d'important. Mhm. Et surtout dans sa qualité sur les coups de pied arrêtés, c'est aussi un joueur qui a une très bonne vision. Du coup, c'est ce que je disais juste avant. Et en général, il faut construire ses coups de pied arrêtés autour de lui. Parce que D'accord. du coup, une fois qu'on a cerné le personnage, c'est plus facile aussi pour ses coéquipiers de se placer. Et je sais que je crois que c'est à Brighton, il était quand même assez souvent consulté sur les coups de pied arrêtés pour dire comment on devrait les jouer, etc. D'accord. Ça, je savais pas ça. Je l'ai pas trop vu sur Brighton parce que Brighton, il n'y a pas énormément de matchs, tu vois. C'est une demi-saison, on va dire, en Oui. tout. Alors là, maintenant, on va passer sur autre chose. Alors, le coup de pied arrêté, ça a l'air d'être un maître d'œuvre, on va dire. Un très bon tireur de coup de pied arrêté. C'est ce qui nous manquait un peu l'année dernière. En fait, on avait ce défaut-là. Coup de pied arrêté, que ce soit par corner ou par coup franc, c'était assez compliqué. C'est-à-dire, on avait des défauts. On ne marquait pas de but déjà en coup de pied arrêté. Je crois qu'on en met un ou deux dans l'année. C'est pas beaucoup, hein, tu vois. Sur 70, c'est pas beaucoup. Et là, Bien on va sûr. rajouter cette arme-là. En plus d'avoir une autre arme qu'on a recrutée en défense, j'ai entendu le recrutement de l'OM, mais un Aguerd, jeu aérien, offensif, c'est énorme. Faut se dire que Aguerd défensif, c'est énorme, mais offensivement, ça va apporter. Avec une patte gauche comme ça qu'a O'Reilly, ça va être une arme supplémentaire. Voilà, pourquoi pas profiter à un autre joueur. Hein. Aguerd qui remet de la tête pour Aubameyang, retourne acrobatique dans la lucarne. Voilà, contre le Real par exemple. Voilà, par exemple. Le gelon. Alors, je vous précise que le curseur bleu que vous voyez à l'écran, c'est pour montrer le joueur. Voilà, vous le voyez là. Je vais pas faire de détails en entourant le joueur ici et là, parce que sinon ça prend trop de temps et je suis pas assez capable de le faire, on va dire. Du coup, je vous montre le joueur à chaque fois avec le curseur. Il est là. Vous voyez avec le ballon. Là, c'est le gelon. Donc le gelon, tu m'as dit qu'il avait une bonne vision. Tu peux m'en parler, gelon, alors que ce soit rasant, que ce soit travaillé, que ce soit tendu, tu vois, en passe laser, ou que ce soit en partant de derrière en profondeur, pourquoi pas, parce que là, je joue en profondeur aussi. Transversal et gelon, qu'est-ce que tu peux en dire? Ça, c'est un joueur quand même assez polyvalent. Et moi, je parle beaucoup de ses centres rasants, flottants, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez ce joueur. Et je sais que ça a vraiment le potentiel d'apporter énormément à une équipe. Mais du coup, voilà, il est assez complet, précis aussi. Mhm. Il est capable de faire beaucoup de, bah, comme on le voit là à l'image, beaucoup de changements d'aile. Changement Enfin, d'aile, ouais. C'est pour ça que j'ai mis ouais, transversal et gelon, tu verras après en transversal, voilà. profondeur. Ouais, et j'ai mis plus en plus long, tu vois. Là, c'est plus long, c'est un peu plus, tu vois, flottant. Regarde, là, c'est beaucoup plus long.
et en profondeur. Il va chercher l'attaquant Et là, et voilà, il va le on parle de trouver, tu sa vois. vision du jeu, et là, c'est typiquement ça. Et en fait, il voit bien les appels. C'est pour ça que je dis que c'est important que devant lui, il faut qu'il y ait de la projection, parce que c'est pas le Mm, genre de joueur qui va mm, se projeter énormément en termes de vitesse, je ouais. parle. Mm, Mais devant lui, dès que ça part, moi je pense notamment au match Marseille contre Paris FC, où mm, on a vu alors je sais plus, je crois que c'est Aubameyang qui marque ouais. le premier but. Deux fois, le Paris FC s'est fait avoir dans le jeu, dans le dos, en longueur. Oui, Et oui. justement, avec un joueur comme ça sera d'autant plus dangereux. Donc voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah justement, j'en ai parlé moi dans mon débrief très rapide. Je crois que je l'ai fait en live ou pas. On a vu ce jeu long contre le PFC qu'on n'a pas trop retrouvé contre Lyon parce que on a très mal joué. Bon, on va pas en parler. Mais ce jeu long, on peut l'avoir en partant de loin, de court, parce qu'il a cette qualité. Ça, on verra bien devant la surface aussi. Des petites passes, c'est pas que des longues passes. Et là, je le vois sous pression. Qu'est-ce que tu peux m'en dire sous pression? Parce que là, regarde, il a deux joueurs. Alors, c'est peut-être le Villarreal, peut-être, je suis pas sûr. Je sais pas c'est qui face à lui. John. Bon bref, c'est peut-être en Angleterre ou je sais pas. Il va avoir deux joueurs sous pression sur lui et il va quand même la mettre en profondeur. Regarde, hop, paf, entre les deux, hein, entre les deux, bien travaillé en profondeur pour son attaquant. Et la balle est parfaite. Là, par contre, là, c'est une passe de 70 mètres. Regarde, de derrière. Elle va arriver pour l'attaquant. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire sous pression? Est-ce qu'il résiste bien sous pression à ne pas être trop stressé pour faire une passe bonne ou pas bonne? Est-ce qu'il est Bah, capable? sur l'action qu'on a vue juste avant, je pense qu'il a quand même un petit peu de réussite là en les mettant entre les Ah, deux joueurs. d'accord. Je pense, ouais. Mais Ouais. après, voilà, c'est ce que je disais, il avait quand même, enfin, sa vision du jeu, c'est quand même un très très gros atout chez lui. Ouais. Et justement, ça l'aide à justement ne pas se stresser parce qu'en plus, il a cette qualité pied gauche qui fait qu'il est assez sûr de lui. Alors après, voilà, faut pas tomber non plus dans la surconfiance parce que c'est un joueur qui, selon moi, ne se stresse pas, mais il a vraiment l'envie de bien faire. Et du coup, des fois, ça peut donner un petit peu de déchets. Donc Mhm. ça c'est un des petits défauts qu'il a. Mhm. Mais voilà, sous pression, il est assez à l'aise. Et comme je disais aussi avant, il est assez à l'aise dans les petits espaces. Et du coup, il D'accord. a quand même cette confiance qui est importante chez lui. Et en général, ça va. Et il prend pas beaucoup de risques aussi. Parce que l'avantage avec ce jeu long-là, c'est que derrière, même si ça trouve pas un attaquant, il y a pas péril dans la demeure non plus, quoi. D'accord, d'accord. Ouais. Ok, on s'éloigne un peu de notre but, on va dire. C'est pas comme Brassier l'année dernière. Bon, bref. C'est ça, Euh, voilà, c'est pas des passes dans le alors, je, centre, court ou quoi, là. C'est plus, je, il je dégage crois le que ballon, entre guillemets. ouais, c'est ça, exactement. Je crois que j'ai une dernière passe. Celle-là, elle est pas très longue, mais c'est juste pour montrer, voilà, franchement, la qualité qu'il a de vision, la qualité de passe qu'il a. Là, on va le voir. C'est une mi-longue, on va dire. J'ai bien aimé cette passe-là. Elle est travaillée. Alors, je sais pas si c'est coup de pied. Je crois que c'est intérieur du pied. Elle est bien travaillée, voilà, entre deux, et il la met vraiment dans le bon espace. Il y a encore le gelon. Alors là, c'était le côté droit, le côté droitier, comme on disait tout à l'heure, qui lui sert un peu plus pour monter dans le bus, ou alors de se servir de point d'appui par rapport à ses dribbles, par exemple. Tu vois, c'est un peu plus dans ce domaine-là. Le pied droit, là, on va le voir que. Regardez-moi le placement qu'il a derrière. Vous voyez, derrière l'arbitre, le joueur qui fait la passe, c'est Matt O'Reilly. Il va faire une transversale pour le joueur en bas. On voit bien par son placement que c'est vraiment pas à l'aise pour lui. C'est pas vraiment. Comment dire je cherche le mot. Si tu l'as On pas. voit même sur son orientation du corps, désolé, je te coupe, mais juste par Ouais. rapport à son Ouais. orientation du corps, on voit quand même qu'il est vachement pivoté vers l'arrière C'est ça. et il va quand même bien l'enrouler. Mais enfin, du coup, quand tu vas la montrer après, on va voir que ça va manquer un petit peu de puissance. Si ça Ouais. manquait encore un petit peu moins de puissance, le joueur là, il partait, là, le joueur en rouge, Ouais. et ça aurait pu faire une belle interception quand même, C'est hein. ça. Donc voilà. C'est ça. Ouais, donc attention, voilà, aux prises de risque. Bon, pied droit, c'est vrai qu'elle est molle, 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 molle. Elle va arriver quand même au joueur. Et voilà plus ou moins le détail du joueur sur quelques palettes. Maintenant, il y a d'autres palettes qu'on va voir ensemble sur quelques actions. Vraiment? Ouais, Ou ouais. après, je l'ai pas suivi à fond non plus parce que, enfin, avec Nordisk, on a tellement de joueurs à regarder que dès qu'un joueur arrive un peu dans un gros club, enfin, moi, je suis pas un très gros suiveur de la première ligue encore en plus, Mhm. on le suit un petit peu moins parce qu'il est beaucoup plus médiatisé, les gens peuvent se faire un avis eux-mêmes. Donc, Ouais. nous, on est plus sur les pays nordiques ou des jeunes joueurs qui jouent un petit peu dans les enfin, dans les petits clubs, dans les équipes jeunes, je veux dire. Par exemple, pour prendre un exemple en première ligue, il y a Shido Obi qui joue avec les jeunes de Manchester United, il a fait quelques apparitions avec l'équipe première. Mais voilà, on est plus sur ce genre de profil, donc je l'ai suivi, mais pas aussi assidûment qu'au Celtic, par exemple. D'accord. Bon, on voit toujours que c'est fin techniquement, même en première ligue. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, au très haut niveau, il performe. Il a performé. Mm. C'est-à-dire, c'est pas non plus le mec, il arrive en première ligue, il est dégueulasse. C'est juste qu'il a eu ses pépins physiques qui l'ont écarté. Au-delà de ça, s'il a pas ses pépins physiques, peut-être qu'il nous fait une énorme fin de saison et peut-être qu'il est pas à l'OM. Peut-être qu'il est pas à l'OM. Ouais, on peut pas savoir, Voilà. c'est ça. Et Donc, justement, ça peut être un bon coup pour Marseille, parce que déjà, remplacer Rabiot, c'est pas simple, c'est quand même un sacré joueur, hein, il faut le hmm, dire. hmm. Mais voilà, je pense qu'en vrai, dans la globalité, le transfert est hyper intéressant pour Marseille, parce que au-delà de remplacer Rabiot,
il a les qualités qui manquaient aussi à l'équipe. Donc pour moi, c'est vraiment un transfert très intelligent. Alors là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce que tu disais tout à l'heure, l'action où, au lieu de tirer du pied droit, il va tirer du pied gauche, il va se remettre sur son pied gauche, alors qu'il a tout ouvert son pied droit. C'est-à-dire que là, il récupère un ballon dans la surface, et d'ailleurs, c'est pas le premier, on l'a vu tout à l'heure dans la première occasion. Il va gratter pas mal de ballons offensivement, défensivement. C'est un joueur qui va ne pas rechigner à la tâche et aller au duel pour gratter des ballons au sol, principalement. Hein. Après, aérien, je sais pas trop, mais on a l'air d'être au sol. Là, il gratte le ballon, et il va se remettre sur son pied gauche. Il va se remettre son pied gauche. Voilà, il fait un crochet de trop, j'ai l'impression. Tu vois, il fait un crochet de trop. On va le revoir derrière, c'est plus flagrant. Là, par exemple, cette position-là, le ballon va sur la droite. Il peut tenter sa frappe pied droit. S'il est ambidextre à la Greenwood, il frappe pied droit, logiquement. À moins que, bon, peut-être Greenwood veut aller plus vite et peut-être plus performant, il la met sur le côté gauche plutôt qu'au poteau. Mais voilà, donc ce pied droit va lui servir plutôt de marchepied, j'ai l'impression. Là, il va être très intelligent. Au lieu de frapper dans la mule, dans le molle là, au milieu, où il y a tout du monde, il va la décaler sur le joueur qui est au point de pénalty en retrait là à gauche. Voilà, hop, la petite externe pied gauche. Et après la frappe, je sais plus si ça but. Je sais pas, on voit pas la suite. Oui, il y a but. Voilà, donc pour l'intelligence de jeu, là c'est devant les buts. Voilà, petit plat du pied sous le gardien, voilà, sous les bras. Voilà l'efficacité. On voit qu'il a le sang-froid. Voilà, c'est pas vraiment le joueur qui va flancher mentalement devant les buts. C'est pas un Vitinha bis. Voilà, les amis. Là, c'est juste une conduite de balle. Là, il tire le penalty avec Brighton. Voilà, il tire très bien les coups voilà. aussi. Les coups de pied arrêtés en général, comme tu m'as dit. Là, c'est une projection. C'est une projection. Et il va quand même au contact et mettre le tacle. Là, c'est petite talonnade dans la surface. Donc, c'est quelques gestes highlight très rapidement. Voilà, la vidéo dure 1 minute. Là, on voit quand même la qualité. Contrôle pied gauche. Petite talonnade dans la course du joueur. Et là, dernièrement, hop, il récupère le ballon. Il met quand même de l'impact. Hein. Là, quand même, il a bougé le joueur. Il récupère le ballon. Et il avait derrière pour son partenaire pour un petit contre. Et le dernier, c'est un centre parfait au second poteau pour son partenaire qui marque le but. Voilà, les amis. Donc, ça, c'était les vidéos pour débriefer un petit peu le joueur avec image. Voilà, donc on n'a pas vu le jeu aérien. Mais comme tu l'as dit, par rapport à sa taille, je pense que s'il est bien placé, il peut récupérer quelques ballons de la tête. Faut pas déconner. C'est pas un joueur qui a pas de tête. Hein. Il n'y a pas qu'un coup et rien du tout. Non, il a une tête. Il a une tête. Voilà, donc du coup, on va passer sur l'autre écran. Et on va revenir maintenant sur les données, les datas. Oh, t'as été déplacé. Ouais, je sais pas, il y a un fantôme qui est passé, mais c'est pas grave, je te remets. On y va maintenant du côté de ces statistiques. Alors, je le fais très rapidement. Voilà, tu vas m'en parler si tu as envie. Mais les statistiques qu'il avait du côté de l'Écosse, on le voit qu'il était premier dans toutes les datas, dans toutes les statistiques, que ce soit les buts, les passes décisives, les expected goals, les expected assists, les tirs, les centres, les passes clés, les passes décisives pour les tirs, les centres dans la boîte, dans la surface de réparation, les touches dans la surface des réparations. Donc tout ça, les dribbles, il était deuxième. Voilà, tout ça dans le championnat écossais. Il était vraiment dominant dans ce championnat écossais. Il avait fait une énorme saison. La dernière principalement. Il avait fait combien de saisons déjà? 2, 3 au Celtic? Au Celtic, ouais. Il en a fait 4. Enfin, 3. Il en a fait 3, mais il est parti lors de la 4e. D'accord. Donc, il était dominant directement ou c'est sur la fin qu'il a vraiment été très très fort? Oh, il a été très bon dès le début, mais il est quand même monté en puissance au fil des saisons. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il a monté en puissance. Et après, les statistiques, il faut les remettre aussi un peu en contexte parce qu'il est, du coup, comme je disais tout à l'heure, dans une équipe qui dominait vraiment le championnat. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que le niveau a été augmenté, comme par exemple en Première Ligue ou en Ligue des Champions, on a vu qu'il était capable de s'adapter et que même si le jeu était beaucoup plus rapide et plus physique, lui, il s'est adapté et en fait, il a gardé ses qualités, il les a même développées. Et justement, c'est aussi intéressant de se dire qu'au niveau de l'adaptabilité, c'est aussi quelqu'un qui il sait très bien s'adapter. Donc même arrivé à Marseille, dans le sud de la France, où justement, en plus, les conditions climatiques sont pas forcément les mêmes, je pense que ça peut jouer. En fait, moi, je me fais pas tant de soucis que ça, quoi. D'accord. Là, j'ai montré un graphique où il est par rapport aux autres joueurs écossais vraiment au-dessus des autres. Là, c'est vraiment au-dessus. Il est à part. Il est à part dans toutes les datas. Après, comme tu l'as dit, c'est une équipe dominante. Voilà, donc avec un championnat un peu plus faible, on va se le dire, le championnat écossais. Mais quand même, faut être au-dessus des autres à ce niveau-là. Et même, comme tu l'as dit, en Première Ligue, sans ses blessures, ça aurait été pas mal. Et là, en Champions League, on l'a vu. De ce qu'il a fait contre l'Atlético, la Lazio et les Feyenoord,
c'est quand même très très intéressant. Alors une comparaison maintenant avec un joueur qu'on avait dans notre effectif, que tu ne vois pas toi de ton côté, mais je vais détailler la chose. Donc c'est par rapport à Adrien Rabiot. Comme on vient de le dire, c'est à peu près pareil. Il faut prendre tout en compte. Le facteur principal à prendre en compte, c'est quoi? C'est l'équipe dominante, l'équipe pas dominante. Avec un Rabiot en championnat de France, on a une équipe vraiment dominante en Ligue 1. Matt O'Reilly avec Brighton, on va se dire que Brighton, ça domine pas la première ligue. On est d'accord, hein, Nordisk. Voilà. Et toutes les datas sont à prendre en compte par rapport à ce facteur-là principal et aussi par rapport au joueur qui vient d'arriver. Alors non, aussi Rabiot aussi vient d'arriver. Mais je veux dire, le standing aussi du joueur. On sait que Rabiot, avec quoi on s'attend de Rabiot. Maintenant, le profil, on peut un petit peu détailler par rapport à ces datas. À voir que dans les passes décisives attendues, il a une énorme data, je parle de Matt O'Reilly, et les passes en profondeur, une énorme data, Matt O'Reilly. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va vers l'avant, il fait des passes vers l'avant, passes en profondeur, et il a beaucoup de passes qui donnent des occasions, passes décisives attendues, ça veut dire que ça donne des tirs. Donc c'est un joueur qui va être dans la création offensive, passe vers l'avant, qui joue toujours vers l'avant comme tu l'as dit tout à l'heure en début de vidéo. Donc voilà un petit peu le détail des datas très rapidement, sans prendre en compte tous les autres datas, sinon bah, on va prendre peur. Quand on voit ça, on se dit putain Rabiot il est vraiment meilleur. Mais on sait avec quoi on part avec Rabiot. Faut se le dire comme ça, c'est compliqué de remplacer Rabiot. Voilà, c'est compliqué. Dans la création offensive, justement, en première ligue, je montre une statistique par rapport à des joueurs comme Morgan Rogers, Kulusevski, Cole Palmer et De Bruyne. Dans les 5 premiers en première ligue, les créations d'occasion dans la première ligue, il est 4e. C'est quand même assez énorme en première ligue. C'est pas le joueur qui est 50e, je veux dire, il est 4e. Derrière, devant un De Bruyne, par exemple. C'est quand même assez énorme comme statistique. Il crée 2,26 occasions par match. Donc c'est un joueur qui va être plutôt dans ce côté-là, comme on l'a dit, la création d'occasions. Maintenant, il y a les qualités. On vient d'en parler bien précisément. Mais il y a aussi des défauts. On va les voir ensemble avec un suiveur du football anglais et de Brighton principalement. Il nous dit que ses qualités, bon, on les a vues, il casse les lignes par ses passes, il a un gros volume de jeu, défensif, notamment un très bon pressing, on l'a vu au début avec l'interception et l'engagement, et une excellente mobilité dans les petits espaces grâce à une bonne technique. Ça, c'est sa qualité globale par rapport au suiveur de Brighton. Il nous dit aussi qu'il a une bonne polyvalence, précieuse pour l'OM, qui retrouve en lui un joueur capable d'apporter dans plusieurs registres. Ça, on est d'accord. On verra tout à l'heure dans le placement. Le défaut, tu vas me détailler un petit peu tout ça, ce que tu en penses. Il se met beaucoup la pression, ce qui n'aidera pas au Vélodrome, analyse donc le spécialiste de Brighton. Et il nous dit aussi que face à la concurrence accrue à Brighton, eh ben, il n'a pas été assez convaincant en début de championnat. C'est ce qu'ils disent, justement parce qu'il a été absent contre City, où ils ont gagné contre City et Brighton. Il a manqué un match. Et c'est par rapport à ça, finalement, que Brighton accepte le prêt. Avec ou sans option, on s'en fout un petit peu de ça. Mais qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? Il manque aussi de vitesse aussi dans les transitions, je l'ai dit. Ouais, je crois que je l'ai dit. Mais qu'est-ce que tu peux en dire de tout ça? La mentalité, le manque de vitesse et parfois aussi irrégulier devant les buts. Est-ce que c'est vraiment ses gros défauts? Bah oui, je suis plutôt d'accord. Après, bah, comme je l'ai dit juste avant, sur le côté mental, je suis pas hyper d'accord sur ce qui a été dit, dans le sens où pour moi, c'est pas enfin, comment dire? Pour moi, c'est pas qu'il se met trop de pression, c'est plutôt qu'il a vraiment l'envie de toujours bien faire. Et du coup, des fois, ça le dépasse un petit peu. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment choqué, honnêtement. Après, bon, j'ai pas énormément suivi O'Reilly à Brighton, donc enfin moins assidûment, on va dire. Donc peut-être que c'est quelque chose qui m'a échappé aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ouais, c'est un joueur qui veut énormément bien faire et du coup, ça peut jouer aussi là-dessus. Régulier devant les buts, bah, comme je disais, comme il tente quand même beaucoup, enfin, dès qu'il en a l'occasion, forcément, ça crée des irrégularités parce que sinon, il serait à 30 buts par saison. Bah ouais. Donc voilà. Et non, voilà, après, au Vélodrome, au contraire, je pense que c'est une ambiance qui peut le galvaniser. Après, on dit jouer au Vélodrome, bon, c'est sûr que c'est autre chose que le Celtic, hein, mais il faut quand même dire que le Celtic, il y a quand même une grosse ambiance, ça Bien reste quand sûr. même du football bon, écossais, enfin avec ambiance un peu à l'anglaise, etc. Donc c'est pas la même ferveur, mais il y a quand même de la pression et c'est à prendre en compte. Donc pour moi, je pense qu'il se galvanise plus sur ce genre d'ambiance plutôt que de se mettre la pression, quoi. Donc D'accord. après, s'il est en plus dans une équipe qui tourne, il va y avoir en plus de la confiance, etc. Bon là, c'est pas trop le cas de l'OM, mais bon, en tout cas, il y a les joueurs et le potentiel pour quand même faire quelque chose selon moi. Si jamais ça tourne dans le bon sens, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Après, c'est vrai que pour la vitesse, c'est pas un joueur particulièrement rapide. Comme je disais, c'est pas le genre de joueur qui va carrément prendre le ballon et faire 40 mètres avec pour aller vers l'avant. Il va plutôt lancer les joueurs devant qui ont plus de vitesse que lui. Il est conscient de ça.
Ouais, il va accélérer le jeu par les combinaisons, par les passes un petit peu. C'est dans C'est ce ça, domaine-là. voilà. Ok. Plutôt que sa vitesse qui est assez, je vais pas dire faible, mais il fait clairement pas partie des joueurs les plus rapides, quoi. D'accord. Alors, maintenant, on va aller sur ton poste. Alors, ton poste qui me détaille le positionnement idéal pour le joueur. Et on va voir même son avis juste derrière qui va nous en parler. Je vais montrer aussi des compos différentes dans sa carrière où il a été positionné. Alors toi, donc de ton côté, de ton compte, tu nous dis l'OM s'intéresserait à Matt O'Reilly. D'après Bold, machin, c'était en août ça, mais c'est pas grave, on revient sur ça. Tu nous dis qu'il pourrait jouer, son meilleur poste serait le numéro 8 en box-to-box. Voilà, donc en box-to-box, je montre à l'écran maintenant, je vais te demander ton avis là-dessus. Il a été placé justement en box-to-box avec le Celtic, principalement en 4-3-3. Donc là, vous voyez, avec un milieu en trident dans une pointe haute à droite. Donc voilà le joueur qui est placé dans ce rôle-là de box-to-box. Il a été placé du côté de Brighton l'année dernière devant la défense en doublette, en tandem avec Baleba, ancien joueur de Ligue 1. Donc plutôt plus défensif, en gratteur de ballon, mais aussi meneur de jeu reculé, on va dire, parce qu'il est capable de le faire. Il a été placé aussi cette année en début de saison, comme vous le voyez là. Alors j'ai oublié d'ouvrir la page, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, on va regarder la compo, elle est là, vous inquiétez pas, bam, 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 elle est là. Il a été placé en numéro 10, vous voyez là avec le curseur au milieu. Donc voilà, il a joué plusieurs postes au milieu de terrain. Donc toi tu me dis vraiment que son meilleur poste, c'est box-to-box. Et lui, il nous dit quoi? Matt O'Reilly, je suis probablement plus performant en tant que milieu de terrain central, car j'ai le sentiment de pouvoir contribuer aux deux aspects du jeu, que ce soit en construction ou en attaque. J'ai aussi eu la chance de pouvoir courir beaucoup. Pardon. Je ne suis pas du genre à me plaindre si je joue en milieu défensif, en 8 ou en 10. Je veux juste être sur le terrain. C'était à The Athletic en mois de mai. Donc toi, tu en penses quoi de ce placement sur le terrain? Alors, du coup, ouais, juste pour revenir sur ça, enfin, c'est nous qui l'avons écrit, mais on a repris sa déclaration, en fait, hein, quand il dit D'accord. qu'il jouait que vraiment son poste de numéro 8 box-to-box. Ouais. Et en fait, c'est parce que lui, enfin, même pour moi, je pense que c'est là où il est le plus à l'aise. Mais il a une vraie polyvalence qui fait que s'il joue en 6, 8 ou 10, et bon, en centrale ou un peu plus décalé sur la droite, ça permet quand même à une équipe d'avoir comment dire, de nombreuses solutions pour le faire jouer. Et on peut voir que par exemple en 4-3-3, il peut être placé un peu plus sur le côté. Il peut jouer aussi en 4-2-3-1, aligné juste devant la défense. Donc on sent qu'aussi que par exemple à l'OM, il y a quand même beaucoup de possibilités pour lui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a accepté de rejoindre Marseille. C'est qu'il peut jouer un petit peu plus à droite, il peut jouer peut-être avec Heuberg aussi, avec qui il a échangé notamment avant d'arriver. Donc voilà. Ok. Donc Voilà ce que j'en pense. dernièrement, avec Brighton, il a joué 10. Hein, les deux derniers matchs qu'il a joué en début de saison. Il a marqué un but, je crois, sur penalty, non, il me semble, je sais plus. Ah, je sais pas, j'ai pas Voilà. Il me regardé. semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Bon, là, je l'ai placé comme s'il était en numéro 10. C'est-à-dire, on a un 4-2-3-1. On a les deux devant la défense, c'est Højbjerg, Vermeuren. Je t'explique la chose, hein, vu que tu les vois pas. Donc, on peut le positionner dans ce positionnement-là. C'est, je pense, le rôle qu'il aura. Hein. Je pense qu'à l'OM, au début, Aussi, ouais. il sera à ce poste-là. Après, on peut le positionner dans un autre milieu, comme on vient de le dire. Donc, toi, ton meilleur poste, ça serait plutôt dans un milieu à 3 en trident, j'aime bien le dire, en triangle, c'est-à-dire avec une pointe basse que serait par exemple, allez, on va mettre Højbjerg, pourquoi pas. On va mettre Vermeuren ici et O'Reilly là. Même si Vermeuren peut jouer ce poste-là, on peut mettre aussi, je vais enlever le nom, Gomez, voilà, qui serait bien positionné, puisqu'en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure en privé, De Zerbi, il aime bien avoir un faux pied dans le milieu de terrain, c'est-à-dire un droitier à gauche et un gaucher à droite. Et c'est là où il était positionné plus ou moins du côté de Celtic en 4-3-3 quand il était côté droit, c'est ça, ça, ouais. Oui, voilà, plus à droite. Et même, on voyait que quand il était placé au centre, Ouais. dans le jeu, il avait quand même cette facilité à prendre le couloir droit, Ouais. milieu-centre, quoi. Voilà, D'accord. il se décalait quand même pas mal dans son jeu. Un petit peu à l'image d'Haraldson à Lille, mais sur le côté gauche, quoi. Donc, on D'accord. sent quand il se projette, il est plus à l'aise quand même à droite. Et du coup, bah, ça revient sur ce qu'on disait avant, sur les centres flottants, rasants, etc., quoi. D'accord, un petit peu comme toute proportion gardée, bien sûr, hein, les amis, hein, un Dimitri Payet sur le côté gauche. Tu vois, c'est un petit peu le même style. Voilà. Ouais, voilà, Donc là, je l'ai vraiment positionné comme tu voudrais le voir, enfin, comme tout le monde aimerait bien le voir si vraiment il veut être positionné à son meilleur poste. Et c'est vrai que ça a quand même de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Vous préférez quoi, un milieu à 3 comme ça? Ou alors un milieu à 3 comme vous avez vu tout à l'heure, avec 2 points de base derrière et une pointe haute que serait Matt O'Reilly. Moi franchement, tu me dis, il y a ce milieu-là, je dis c'est pas mal. Tu peux enlever Højbjerg, tu peux mettre Vermeuren, bien sûr, tu peux mettre d'autres joueurs derrière, je sais pas, Kondogbia pour ceux qui l'aiment bien. Moi j'ai envie de dire, bon, ce milieu-là me convient. Voilà, donc pour Matt O'Reilly dans ce positionnement-là. Alors est-ce que, pour une dernière chose,
voilà, on parlait de sa vitesse, mais je pense pas qu'il puisse jouer ailier. Est-ce qu'il peut compenser par exemple une absence de Greenwood sur un Est-ce qu'il match, pourrait pourquoi jouer? pas? Je pense qu'il pourrait, pour un match, il peut, mais après, c'est clairement pas son poste de prédilection. Et bah déjà, en termes de vitesse, je pense que ça peut être compliqué, notamment sur la projection, ou même pour Hmm. revenir en défense. Hmm. S'il doit faire beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Lui, je sais qu'il aime bien courir et qu'il a un cardio assez important, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais en termes de Ah oui. cardio, c'est assez impressionnant. Hmm. Mais non, Elie, en fait, pour moi, je pense que c'est un petit peu trop haut et un petit peu trop excentré pour ce genre de joueur, même si avec ses qualités de centre, il pourrait y jouer. Mais pour moi, le poste, c'est un petit peu trop excentré pour lui. D'accord. Bah, tu vois, tu viens de le dire, le cardio, c'est bon, on en a parlé. On en a Ouais. parlé. Bah, finalement, il le dit même dans sa réponse tout à l'heure sur son poste. Il a dit j'ai la chance de courir beaucoup, de pouvoir courir beaucoup. Mm. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un gros cardio, une grosse endurance. Donc, c'est un joueur qui. Bah, en fait, en le disant tout à l'heure, dans l'engagement. Voilà, quand je parlais d'interception engagement, je parlais aussi de ça, ce côté aussi de ne pas rechigner à la tâche. Voilà, c'est d'être Mm. toujours dans l'effort, d'aller jusqu'au bout de ses actions. On peut se dire que ça peut être en lien avec ce côté cardio. Voilà, donc pour le détail du joueur, on a tout détaillé. Voilà, je sais pas s'il y a un point qu'on a oublié, si tu en as un en tête, un petit rajout. Est-ce que tu as un truc en tête à rajouter? Non, j'en ai pas. Après, j'ai des petites anecdotes. Vas-y, je t'attends. Une ou deux si tu as envie. Non, comment? Vas-y, une anecdote, j'attends. Ah oui, ok. Bah, c'est là aussi où on voit un petit peu la mentalité du joueur. Alors, je sais plus quand c'était exactement, c'était le 20 août 2024, en tout cas, on a posté ça. Il avait joué un match contre Hibernian, alors je sais plus, ils avaient gagné, ils avaient perdu, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait eu beaucoup de supporters qui étaient venus après le match pour avoir des autographes. Et bah, tous ses coéquipiers se sont en allés en fait du stade sans même les regarder. Et lui, au contraire, il s'était arrêté, il a signé tous les autographes de tous les supporters qui étaient venus. Il avait pris des selfies avec tout le monde, il avait vraiment pris le temps. Et je trouve que dans un club populaire comme l'OM, Mhm. c'est important d'avoir aussi ce genre de mentalité-là. Déjà, ça lui correspond bien et ça le définit bien sur le terrain, mais ça définit aussi l'homme, et je pense que ce genre de valeur, ça peut bien coller avec l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'était une petite anecdote comme ça pour Je m'en parler sou- de lui. je m'en souviens de ce tweet. Je l'avais mis de côté quand j'en parlais, mais je sais plus où je l'ai foutu. Dans mes favoris. Donc là, je suis descendu. Je suis au 22. Tu m'as dit vers le 20 août. Je vais regarder. Je vous le trouve Non, comme ça. c'était 20 août 2024. Ok. Donc il va pas être loin. Là, je suis au 20. Je suis au 20. Ça doit être juste Alors non, là. c'est là. Tac, 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 tac. Bodo Glimt, 20 août. Ah, vous en avez fait beaucoup. Le 19. Ah non, je l'ai pas. Alors attends, je Ah, remonte. 20 août. Bodo ouais, Glimt. 2024, hein, pas 2025. Hein. Ah, Je sais pas si... 2024. Ah oui, d'accord, Oui, non, non. 2024. Ouais, là, je suis remonté à 25. Bon, c'est pas grave. On a compris que c'est un joueur qui est proche, qui aime bien le côté public, relationnel avec les supporters. Donc, c'est pas un Mm. joueur qui est trop frileux pour ça. Voilà, il va pas avoir peur du bruit ambiant, les choses comme ça. On a parlé tout à l'heure du Celtic Park. Je crois qu'il s'appelle comme ça, le stade. Je suis pas sûr. Peut-être, je me Je rappelle sais plus. pas. Bon bref, c'est un gros stade où il y a une grosse ambiance en Écosse, donc Ouais. il va pas avoir peur sur ce côté-là. Ça peut surprendre parce qu'au Vélodrome, même si tu n'as pas peur, tu as vu de grosses ambiances, c'est quand même assez impressionnant quand tu arrives la première fois. On s'en souvient D'accord. de Timo Werner, je sais pas si tu t'en souviens de ça, l'anecdote. Oui, Ouais. bien sûr, le match Europa League où quand il rentre sur le terrain, il est assez impressionné. Ouais, ouais, je me rappelle de Ah, ça. voilà, donc du coup ça peut surprendre beaucoup 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 de joueurs. Voilà, on a parlé du joueur. Maintenant je vais te demander, tiens, en te montrant ton compte, voilà comme ça, pour ceux qui ont oublié un petit peu la personne, c'est marqué en bleu, mais je le remets là en avant, c'est son compte. Voilà, c'est un compte très pertinent pour le football nordiste. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller consulter sur X et vous allez pourquoi pas avoir du contenu sur TikTok. Et après je m'en souviens plus les autres réseaux, mais c'est pas grave. En tout cas, les principaux sont là. Je vais te demander, comme je te l'ai demandé tout à l'heure en privé, de me noter le recrutement par rapport aux joueurs à Brighton et à l'OM. Si tu dois te noter à chaque fois sur 10. Par exemple, pour l'OM, c'est un recrutement à 5 sur 10, 6 sur 10, tu vois. Si c'est très bon, c'est un 8. Si c'est pas bon, c'est un 4. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, Je combien tu le vois. noterais? Et ben moi, je mouillais un peu, mais je pense que c'est un bon 8 sur 10. Parce que, comme je disais, au-delà de remplacer Rabiot, qui est quand même déjà un élément important et compliqué à remplacer, il répond aussi à la demande au club. En fait, D'accord. il y a un petit peu plus qu'un simple remplacement. Déjà, dans le jeu, comme tu disais, De Zerbi, il aime bien jouer avec, par exemple, un gaucher à droite, etc. Là, c'est typiquement ce qu'il peut faire parce que c'est son profil.
Il peut jouer à plusieurs postes, donc même en cas de blessure ou de suspension, il peut compenser en 6, en 8, en 10, un petit peu sur le côté, etc. Et en plus, cette polyvalence-là, je pense qu'elle peut être importante dans le match, parce que au niveau tactique, je ne sais pas si De Zerbi est très adepte de ça, mais de pouvoir changer de tactique dans le match en fonction du scénario, ça peut être aussi très intéressant. Et lui, justement, en tant que 6, 8, 10, Mhm. il suffit qu'il y ait un carton rouge ou quoi, bah lui, il peut compenser, il peut jouer, et justement, au-delà de simplement remplacer Rabiot, il peut aussi bah, changer le dispositif, l'effectif, le D'accord. plan de jeu. Et voilà, pour moi, c'est pour ça que c'est bien, parce que ça fait plus que remplacer Rabiot. D'accord. Un côté malléable, on va dire. Il est très malléable C'est ça, et. ouais. Ok. Modulable, modulable. Donc, tu as dit un 8 sur 10. Alors, moi, je, je rajouterais, n'oublie pas que c'est un prêt. Alors, si c'est sans option, pour nous, le 8 Ouais. sur 10, tu vois, tu peux le baisser. Oui, Mais oui, bon, bien sûr. ouais. Alors, ça serait pour l'OM. Mais pour Brighton et pour le joueur même, c'est tout bénef pour le joueur. Il se relance, peut-être. Pour Brighton aussi, c'est pas mal. Je veux dire, ça peut être une note sur combien si tu dois noter les deux? Bah moi je dirais ouais 6,5, 7 sur 10 parce que Ouais, Brighton a... Alors après moi je suis pas un très très gros suiveur de Brighton mais comme l'a dit bah, l'expert ouais, là, dont on a cité tout à l'heure, ouais. il avait pas mal de De concurrence à son concurrence. poste. Ouais. Ça veut dire que Brighton n'avait pas forcément peut-être besoin d'autant de joueurs à ce poste-là et Mhm. donc bon voilà le relancer autre part ça peut être bien surtout dans un championnat physique comme la Ligue 1 ça peut bien coller à la Première Ligue. Même pour le joueur, du coup, si on lui a promis du temps de jeu, parce que lui, c'est ce qu'il demande avant tout, c'est très bien pour sa carrière. Et en fait, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais honnêtement, je pense qu'il va réussir à l'OM. Et c'est pour ça que j'ai noté ça aussi haut, parce que je pense qu'il peut vraiment énormément apporter à l'équipe et au club. Et bah, personnellement, lui aussi, ça peut aussi beaucoup lui apporter. Mhm. Et voilà, avoir une sélection aussi avec le Danemark, pourquoi pas la Coupe du Monde, Et ouais. ou voilà, ça peut. Je pense que ça peut être le début de quelque chose d'encore plus grand que ce qu'il a accompli aujourd'hui. Après, bon voilà, j'ai pas science infuse et c'est mon ressenti à moi. Oui, bien sûr. Mais voilà, pour moi, ça peut vraiment être le bon coup à la fois pour Marseille et à la fois pour le joueur, et puis Brighton aussi, du coup, évidemment. Ok, ok. Bah, je te remercie. Je te remercie pour ton avis, très pertinent. Voilà, on a tout tourné autour de tout, tous les dossiers que je voulais aborder avec toi. Maintenant, ben, comme je l'ai dit, ben, j'ai fait ta petite pub. Si tu veux en reparler, n'hésite pas. Donc, projet, tu m'as dit TikTok, hein, c'est ça? Voilà, et C'est ça, ouais. voilà, et on va se quitter ça comme ça. Donc, si tu as d'autres s'il y a d'autres recrutements de joueurs nordistes, je viendrai te contacter. Voilà, je Avec sais plaisir. maintenant que tu es assez éloquent, tu as de la pertinence sur les joueurs, tu as de la connaissance. Pour l'instant, bah, il n'y a pas d'autres recrues. Bah, on aurait pu parler d'Hoiberg, mais c'est trop tard. Voilà, j'ai envie de te dire, on connaît le joueur. Et on verra bien à l'avenir. En tout cas, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Si tu as un message à faire passer aux viewers, aux supporters marseillais, à n'importe qui, vas-y, n'hésite pas, je te laisse parler. Un dernier message. Eh ben, déjà, merci à eux de nous suivre parce que bah, il y a eu quand même quelques recrutements qui sont venus des pays nordiques récemment à Marseille. Je pense à Derek Cornelius qui était à Malmö. Il y a eu C'est vrai. Faris Moumbagna, bon, qui s'est Ah oui. jamais imposé et puis il a été Mm. blessé, mais il venait de Bodø/Glimt. Il y a eu Højbjerg, voilà, je crois que j'en oublie pas. Bon, maintenant, il y a Matt O'Riley qui est danois. Et Mhm. donc, ouais, on a pas mal de supporters de Marseille qui nous suivent et c'est sympa parce qu'on sent la passion, on voit quand même que c'est un club à part et même sur l'engagement sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. On sait que ça passionne beaucoup de gens. Et nous, on est très contents en tout cas de pouvoir partager ça avec tout le monde. Là, bon, je parle des supporters marseillais, mais ça vaut pour tous les supporters en France et ailleurs. On est très content de pouvoir partager notre connaissance, notre passion sur le football nordique. Et donc, bah, merci en tout cas à eux de nous suivre. Et puis, bah, pour ceux qui ne nous suivent pas, n'hésitez pas à faire un petit tour, notamment sur X, c'est là où on est le plus présent. On développe aussi pas mal Instagram. Et là, récemment, on s'est mis du coup sur TikTok. Il y a eu 2 vidéos déjà qui sont sorties, mais on va en faire plusieurs, notamment, ça va plus être des récits, par exemple, sur par exemple, l'histoire de Bodø/Glimt ou des choses comme ça, vu qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Des choses un petit peu plus formatées, un petit peu plus YouTube, réel, etc. Mais sur TikTok. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de belles histoires à suivre. Voilà. Ben merci. Et merci à toi pour l'invitation. Merci à toi pour avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Donc, je vais te souhaiter encore une fois une bonne soirée. Je vais passer à l'écran Merci. tout seul et je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Merci. Je vais te souhaiter bonne soirée encore une fois. Merci. Je te coupe. Je suis désolé. Mais je Ça vais marche. finir la vidéo. Allez, ciao, ciao. En tout cas, merci. Je t'enverrai un message tout à l'heure. Merci à toi. Ça marche, ok. Allez, ciao, ciao, Merci. ciao. Ciao, ciao. Salut. Salut.
Alors les amis, on est là ensemble, tout seul. Alors la personne, je sais pas s'il est parti pour l'instant de Discord, mais en tout cas merci Antonin. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tiens, notez l'invité si vous voulez. Notez le premier invité qu'on a reçu pour le football belge et notez l'invité que on a reçu maintenant, Monsieur Antonin de Nordisk Football. Alors on a bien détaillé le joueur. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis ouvert à toute discussion, tout débat. On n'est pas des pros, on n'est pas des analystes pros. Je suis pas un pro, ce n'est pas un pro je pense, même s'il connaît plus le joueur que moi. Mais on a essayé de voir tous les points précis dans la création, dans l'engagement, dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, la technique ici et là, ce qu'il apporterait dans le jeu, le placement qu'il aurait du côté de l'OM dans la compo, avec Højbjerg ou sans Højbjerg, avec Vermeuren, avec ci, avec là. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout abordé, on a vu son parcours, on a vu ce petit pépin physique de l'année dernière en espérant que ça ne revienne pas. Voilà, donc c'est un bon recrutement pour l'OM, même s'il n'y a pas cette option d'achat, ou s'il y a l'option d'achat, on verra bien. Et bien pour l'instant, on en a parlé comme il faut ici. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, disliker, cloche et tout le bordel, abonnement ici et là. Et partager et commenter. Vive le foot chez Sabache Foot. Le prochain rendez-vous, ça sera, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne soirée encore une fois. Et surtout quoi? Allez l'OM! Allez, tata.